C'est l'heure du grand dossier et soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, cette question Iran, assaut ou abandon. Trump a tranché. Oui, Trump à l'heure du choix, c'est la nuit prochaine. Il va s'adresser à la nation pour parler de la guerre et ce sera à vivre en direct sur LCI. Le président américain qui vient de déclarer auprès de l'agence de presse Reuters que les États-Unis peuvent partir de l'Iran rapidement et y retourner si nécessaire. Peut-il annoncer la fin de la guerre ? Peut-il ordonner une offensive terrestre, quitte ou double, dans les prochaines heures ? Vous verrez des indices toujours plus nombreux qui alimentent la thèse de l'envoi de troupes au sol, mais tout ça n'est-il que bluff militaire ? L'Iran lui aurait demandé un cessez-le-feu, c'est Trump qui le dit. Que dis-je ? Le président aurait demandé à Trump. Mais quel président ? De quel président parle-t-il ? Oui, rien n'est simple dans cette affaire. Pézeskian ou Galibaf ? Et dans les faits, Téhéran, loin de baisser les armes, pilonne. Frappe sur la banlieue de Tel Aviv, sur l'aéroport de Koweït. Images de propagande, de tirs de missiles balistiques. Images de frappes iraniennes à Erbil en Irak. Attaque de drones sur une raffinerie. L'Iran qui se dit prêt à tenir 6 mois de guerre. Et si c'était vrai ? Vrai grâce aux Houthis, vrai grâce aux Russes, parce que les Russes pourraient fournir des armes à Téhéran jusqu'en 2027. Vous le verrez avec nous dans quelques instants. Mais Trump est l'heure du choix, c'est peut-être aussi celui de rester dans l'OTAN ou quitter l'Alliance. Il menace. Oui, retour du chantage XXL, l'OTAN parfait bouc émissaire pour son échec en Iran. Quelles conséquences concrètes s'il décidait de mettre ces menaces à exécution? Ça aussi, nous le vivrons et nous le verrons ensemble, notamment grâce à nos équipes qui sont toujours mobilisées sur le terrain. Et nous serons partout où il faut être encore à l'heure de l'intensification. Mais d'abord, Iran, assaut ou abandon, Trump a tranché. Écoutez, regardez. Nous les avons fait reculer. Il leur faudra de 15 à 20 ans pour reconstruire ce que nous leur avons infligé. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus de force aérienne, ils n'ont plus de télécommunications, ils n'ont plus de système de défense anti-aérienne, ils n'ont plus de dirigeants. Dans 2 ou 3 semaines, nous partirons. Nous n'avons plus de raison de rester. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours, spécialiste défense et sécurité, et nuit courte également. Colonel Pierre de Jong, merci beaucoup d'être avec nous. On en est ravis, bien sûr, consultant défense et géopolitique LCI et spécialiste des exposés au tableau. Lucas Manger, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales et vous connaissez tous les terrains dont on parle ces dernières semaines, c'est précieux. Magali Barthez, merci évidemment d'être avec nous. Éditorialiste international LCI, visage de cette chaîne, merci beaucoup d'être avec nous. Pierre Servan viendra nous rejoindre également dans quelques minutes, j'en suis ravie, bien évidemment. Alors, nous retrouvons sans tarder la direction de Washington pour vous retrouver. Sonia Dredi, merci beaucoup d'être avec nous. Et une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas à la Maison-Blanche, non, Sonia Dredi, vous êtes devant la Cour suprême parce que c'est une première, Trump y est. Il s'est imposé dans le débat sur le droit du sol, ce qui explique du monde, potentiellement du bruit autour de vous. Sonia Dredi, expliquez-nous les enjeux des prochaines heures. Est-ce que c'est la suite, voire la fin de la guerre qui peut être annoncée ? Alors en effet, ça va être un moment crucial, ce discours de Donald Trump. Beaucoup d'Américains auraient aimé entendre le président au début de la guerre. Désormais, il va tenter de les rassurer, de leur dire que le conflit touche à sa fin, alors que selon un dernier sondage, 2 tiers des Américains espèrent que cette guerre en Iran va bientôt se terminer. Hier, Donald Trump qui assurait que les États-Unis pourraient terminer cette guerre d'ici 2 à 3 semaines. Tout à l'heure, il a dit à un journaliste de Reuters que les États-Unis seraient rapidement sortis d'Iran. Alors, un conseiller confié aux médias Axios, c'est bien que ces conseillers même étaient aussi incertains que le reste du monde, que Donald Trump continuait d'improviser. Selon un de ses conseillers, il aimerait éviter d'envoyer des troupes au sol, mais encore une fois, il change régulièrement d'avis. Une chose est sûre, dans ce discours, il va exprimer son dégoût pour l'OTAN, c'est ce qu'il a confié aux journalistes de Reuters. Merci infiniment Sonia Dredi. Bien évidemment, on vous retrouve un tout petit peu plus tard et on va en parler avec nos invités sur ce plateau. Mais d'abord, l'Iran demanderait un cessez-le-feu. C'est ce que dit également Donald Trump ces toutes dernières heures. Oui, mais l'Iran pilonne dans le même temps. Je vous l'ai dit, on regarde à nouveau ces images de ces dernières heures. Je ne sais pas si on peut les voir, s'il vous plaît. Frappe sur la banlieue de Tel Aviv, sur l'aéroport du Koweït, sur images de propagande de tirs de missiles balistiques, images de frappes iraniennes à Erbil en Irak, attaque de drones sur une raffinerie. L'Iran pilonne, mais Trump assure qu'il demande un cessez-le-feu. Enfin,
Le président, dit-il, le président iranien aurait demandé un cessez-le-feu. Et chaque mot compte, c'est au millimètre. Il dit le président du nouveau régime iranien, bien moins radicalisé et beaucoup plus intelligent que ses prédécesseurs, vient de demander un cessez-le-feu aux États-Unis. La question, c'est de quel président parle-t-il ? Est-ce qu'il parle du président, en effet, Pezeshkian, ou est-ce qu'il parle de Galibaf, le président du Parlement, dont il fait un interlocuteur visiblement depuis quelques heures ? Avant toute chose, le regard de Siavash Ghazi, depuis Téhéran. Ce qu'on dit ici, les responsables ici disent qu'en fait, il n'est pas question de négocier avec les États-Unis, il n'est pas question d'accepter un cessez-le-feu. Les États-Unis doivent accepter les conditions de l'Iran, les conditions qui sont très fermes, c'est-à-dire que d'une part, il faudrait qu'il y ait un engagement, des garanties pour qu'il n'y ait plus d'attaques contre l'Iran, que les États-Unis ou Israël en fait donnent des garanties qu'il n'y aura plus d'assassinat de responsables politiques. Il faut des réparations de guerre. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars de réparations de guerre. Il faudrait que les États-Unis acceptent que c'est l'Iran qui contrôlera désormais le détroit d'Ormuz avec des taxes qui seront perçues par l'Iran donc pour chaque passage donc des navires iraniens. Et il faudrait aussi que les États-Unis acceptent que l'Iran ait un programme nucléaire sans qu'il y ait d'intervention, également un programme balistique. Et donc c'est selon le chef de la force Roth des gardiens de la Révolution qui est en charge des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, les États-Unis doivent s'habituer désormais à ce nouvel ordre régional qui s'est établi parce que les responsables iraniens estiment qu'ils ont gagné la guerre et que ceux qui ont été défaits, c'est-à-dire les États-Unis, Israël, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique, doivent accepter leur défaite et accepter les conditions iraniennes. Merci beaucoup, Siavash Ghazi, correspondant RFI France 24 à Téhéran. Oui, l'Iran rejette officiellement tout cessez-le-feu. Mais dans les faits, est-ce qu'on peut imaginer 2 Irans, 2 régimes, un président Galibaf du Parlement ou un Pezeshkian qui, lui, négocie alors que les gardiens de la Révolution ne seraient pas tout à fait sur cette ligne ? On peut imaginer que le président Donald Trump ait des négociations parallèles. Avec Galibaf, ça me semble peu probable parce que c'est un dur du régime, donc c'est pas du tout quelqu'un, c'est un représentant de l'ancien régime, du régime que Donald Trump essaye et les Israéliens essayent de faire tomber. Donc quand il parle d'un nouveau président, on est habitué à l'imprévisibilité et parfois au côté fantasque de Donald Trump dans ses déclarations. Il y a peut-être un plan secret qu'il annoncera ce soir. Je dis ça avec énormément de réserve, je n'y crois pas beaucoup, mais est-ce que c'est formé quelque part en Iran une forme de gouvernement provisoire qui discute avec les Américains via le Pakistan, puisque le Pakistan, on sait, est impliqué dans des négociations, ou bien est-ce que c'est un coup de bluff complet de la part de Donald Trump, ce qui semble plus probable, parce que pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Amélie, les Iraniens continuent à tirer, la guerre continue comme au premier jour, j'allais dire, et il n'y a pas plus de négociations que ce que Trump veut bien dire. Mais il y a une démarche imprévisible ou un coup de bluff chez Donald Trump qui est très surprenant aujourd'hui. Et honnêtement, qui est très difficile à lire, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour mes consoeurs et confrères en plateau, mais que je trouve très compliqué. Mais y a-t-il effectivement 2 lignes ? Je rappelle ce dont on parlait hier, un échange qui a été ressorti par la chaîne 14, un échange entre Pezeshkian et les gardiens de la Révolution. Et le président Pezeshkian, il dit « Moi, je veux être impliqué dans les négociations. Sans accord rapide, notre économie s'effondrera dans 3 semaines. » Et l'un des gardiens de la Révolution, un des Hokan, lui répond « Mais c'est pour ça que tu négocieras pas. Tu abandonnerais tout pour un accord. » Y a-t-il ceux qui négocient en effet avec Trump et ceux qui essayent de retenir le bras? Alors Pezeshkian, en effet, aimerait certainement peut-être discuter avec Trump, mais on voit que jusqu'à présent, c'est quand même la ligne des gardiens de la Révolution qui s'impose. Les dernières déclarations venues de Téhéran, notamment le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dit il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de cessez-le-feu, tout ça c'est des fausses déclarations. Et en effet, sous-entendant que c'est un coup de bluff du président américain. C'est vrai que c'est assez curieux tout à coup cette sortie de Donald Trump, parce que hier ou avant-hier dans la presse américaine, on pouvait lire que même les Américains ne comprenaient pas très bien avec qui ils pouvaient, quel pouvait être leur interlocuteur. Tellement c'était le grand flou après la décapitation de ce régime et qu'il était très compliqué, même pour eux, d'identifier les bonnes personnes avec lesquelles parler. Après, en effet, Lucas parlait du Pakistan. Hier, il y a eu quand même une proposition sur la table pakistano-chinoise.
où dans la liste des 5 points en dehors du détroit d'Ormuz, de la libération du détroit d'Ormuz, il était évoqué cette question du cessez-le-feu. Est-ce que finalement Donald Trump ne reprend pas aussi cette idée via ces médiateurs possibles que seraient la Chine et le Pakistan? En tout cas, si l'Iran demande un cessez-le-feu, le régime cache plutôt très bien son jeu, puisque Arakchi était dans la rue. Voilà, il a déambulé dans les rues de Téhéran. Non seulement il a déambulé, mais en plus il a assuré ce petit sourire et il s'est exprimé. Regardez, écoutez. J'ai l'impression que vous vouliez apparaître parmi le peuple d'une manière un peu différente. Pourquoi ? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je suis venu uniquement pour puiser de la force. Voir ce peuple donne vraiment un moral extraordinaire à tout le monde, et moi je ne suis qu'une petite partie de ce peuple. C'est vraiment remarquable, on ne peut qu'admirer ces personnes qui, avec une telle motivation, une telle passion et un tel moral, témoignent d'un tel niveau de dévouement, de protection et de persévérance pour leur pays, tout en préservant la cohésion sociale. Je souligne et je rappelle juste que la dernière fois où presque un dirigeant s'est baladé comme ça dans les rues de Téhéran, c'était Larijani et il a été tué 3 jours plus tard. Donc, petite prise de risque tout de même. Mais bon, montrer sa confiance, mais surtout la défiance du régime iranien, c'est là, c'est cacher son jeu s'il y a vraiment. Mais c'est encore une fois, enfin, que ça soit par leur tweet, par les actes symboliques comme être dans la rue, on ne voit que la défiance vis-à-vis des Américains. Donc, à moins qu'il y a par un coup de baguette magique, Pézéchian qui n'a pas vraiment de pouvoir, même en tant que président, mais qui aurait, je ne sais pas, d'autres cartes dont on n'est pas au courant. Ça semble être un coup de bluff. Moi, je rejoins ce que disaient Magali et Lucas. Moi, je ne vois pas les demandes des deux côtés. Alors, cette proposition pakistano-chinoise, il faut quand même aussi que les Iraniens soient d'accord. Les demandes iraniennes sont juste absolument inacceptables pour l'Occident, mais aussi pour les pays du Golfe, qui s'énervent de plus en plus aussi. Donc moi, je ne vois pas comment un cessez-le-feu, ni des interlocuteurs qui ne sont pas des durs à cuire, comme Galibaf, sont possibles. Alors je voudrais vous faire entendre une autre déclaration de Arakchi, décidément très bavard, qui assure que l'Iran est prêt à tenir 6 mois de guerre. Et là, colonel, préparez-vous, ce sera à vous. Il est prêt. Toujours prêt. Comme je l'ai déjà dit, nous les attendons. Je ne pense pas qu'ils aient le courage de le faire car ils subiraient de grandes pertes. Dans le cadre d'une intervention au sol, nous sommes plus expérimentés et nous serons mieux équipés, mieux préparés. Nous sommes complètement prêts à faire face à toute forme de menace sur notre sol. Voilà, il a beaucoup parlé et il dit par ailleurs que aux États-Unis, nous sommes prêts et on peut tenir 6 mois. Dans les faits, concrètement, ils ont raison de dire et de penser, les Iraniens, qu'ils ont la capacité de tenir 6 mois de guerre devant eux? Oui, mais c'est la bonne communication. D'ailleurs, on voit que cette communication, elle est assez élaborée. Elle est bien meilleure que celle des Américains, qui ne fait qu'inquiéter les partenaires, l'opinion publique américaine. Là, je reconnais que c'est plutôt bien vu, c'est plutôt malin. Donc, encore une fois, je veux dire, quel est leur risque? Je tiens et je peux tenir autant qu'il faut. Donc, encore une fois, c'est une bonne communication et je pense qu'ils sont très dangereux en termes de communication. Maintenant, la réalité, elle est où? La réalité, elle est où? La première chose d'abord, cette discussion qui est entre le président iranien et le président du Parlement, c'est le canal 14. On sait que le canal 14 est peut-être un peu manipulé par le Mossad. Donc déjà, la chaîne 14 La chaîne 14. Mais on sait c'est la communication qui a été interceptée. Et ça tombe vraiment bien. Moi, je me méfie comme ça des trucs miraculeux. C'est mon côté méfiant. Donc je me dis, c'est trop bien pour être honnête. C'est le premier point. Et ça, je ne le sens pas du tout comme ça. Ceci étant dit, c'est pas impensable. Parce qu'encore une fois, maintenant, il y a un deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de la capacité résiduelle des Iraniens. En fait, on ne la connaît pas. On sait qu'ils tirent moins de missiles, ils tirent moins de drones, mais on ne la connaît pas. Donc il n'est pas impensable, même s'ils disent qu'ils peuvent tenir encore 6 mois, mais il n'est pas impensable qu'encore une fois, la capacité résiduelle des Iraniens est assez faible et en fait inscrite dans le court terme. Oui, mais peuvent-ils tenir 6 mois potentiellement parce que les Houthis sont en train de les rejoindre dans la guerre? Les Houthis qui ont été très abîmés par ce qui s'est passé au mois de juin dernier, la guerre des 12 jours, mais qui, pour la 3e fois
ces derniers jours, ont frappé Israël. C'était ces toutes dernières heures pour la troisième frappe. Des Houthis qui, potentiellement, se seraient économisés pour rejoindre au bon moment les Iraniens et leur permettre de durer ? C'est pas impossible du tout. En tout cas, les Houthis ont été non seulement la guerre de juin et puis frappés pendant 9 mois par les Américains avec des frappes assez ciblées sur les infrastructures des Houthis au Yémen. Mais là aussi, comme le disait le colonel à l'instant, on sait peu de choses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont les capacités réelles et surtout la capacité d'entraver pendant longtemps avec peu d'armes. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les Houthis peuvent très bien tirer un missile tous les 3, 4, 5 jours et de cette manière perturber et obliger le camp occidental, les Américains, les Israéliens, mais aussi la marine française qui est dans la région, dans le détroit du Bab el-Mandeb, à se positionner, à être prêt à intervenir. Ça peut durer très longtemps. Le problème de la guérilla face aux des armées modernes, c'est que la guérilla, par définition, ça peut durer des mois. Et les Houthis, pour répondre à votre question, se sont peut-être mis en réserve à la demande du régime iranien, en attendant le moment opportun. Et si ce moment opportun est maintenant, on va effectivement le voir, et vous l'avez dit, il y a déjà eu 3 frappes, ce qui veut dire que de toute façon, ils ont cette capacité encore à le faire. Pas forcément de manière très puissante et très fréquente, mais ils ont la capacité à le faire. On va écouter l'un des porte-parole des Houthis, je vous laisse la parole juste après, Elisabeth. Nos forces armées, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené la 3e opération militaire de la bataille du djihad sacré, qui a ciblé par une salve de missiles balistiques des objectifs sensibles de l'ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée. Cette opération, menée en coordination avec les Moudjahidines frères d'Iran et le Hezbollah libanais, a par la grâce de Dieu atteint ses objectifs. Elisabeth, ils confirment leur entrée dans cette terrible danse ? Oui, ils confirment leur entrée. Alors, on s'y attendait quand même. C'était pas la grande surprise. Ce que je dirais, c'est que moi, je me pose quand même un certain nombre de questions. C'est quand même des. Alors, j'ai parlé avec un expert sur les Houthis aux États-Unis qui parle qu'il y a quand même un certain nombre de divisions en interne, parce qu'à force, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Mais il y a eu effectivement un certain nombre de mois de frappe. Mais aussi maintenant que l'Iran est sous les bombes, tout ce qui est missiles et autres, comment ils se font livrer, quelle est sur la durée leur véritable capacité, parce que leur fournisseur principal en drones, en missiles balistiques, mais aussi en renseignement, est assez durement atteinte. Que l'Iran puisse répandre encore, c'est une chose, mais aussi exporter cette capacité aux Houthis, c'est sur la durée, ça se pose quand même comme question. Alors, juste 2 remarques très rapides. L'une des interrogations, c'est est-ce que l'Iran continue à produire des missiles en ce moment ? Parce que ça, c'est une possibilité aussi, ce qui expliquerait qu'ils pensent avoir la capacité de tenir. Et on sait que ces usines de production, ce sont des cibles, évidemment, pour les Américains, pour les Israéliens. Puis il y a le jeu de la Russie aussi. Est-ce que la Russie n'est pas rentrée, elle aussi, dans la danse ? Grande question. Ce qui s'appelle un teasing dans le monde de la télévision. Mais patientez un tout petit peu, parce que effectivement, Israël a été frappé, pas que par les Houthis, mais par les Iraniens également, directement. 14 personnes ont été blessées en Israël, dont une fillette de 11 ans, qui se trouve dans un état grave après de nouveaux tirs. Et Tsahal qui signale davantage de missiles entrants en provenance d'Iran. On retrouve Gwendoline de Bono et Vincent Wartner qui se sont rendus à Bnei Brak, en banlieue de Tel Aviv, sur les lieux d'une frappe. Nous sommes au cœur du quartier de Bnei Brak, où vit une importante communauté orthodoxe près de Tel Aviv. Et ce que vous voyez à l'image de Vincent Wartner, avec la caméra de Vincent Wartner, eh bien, c'est le résultat d'une bombe, d'un missile à fragmentation. Donc ce sont des ogives qui se dispersent un petit peu partout. Et l'une de ces ogives eh bien, est tombée sur cette habitation de Bnei Brak. Il y a eu 13 blessés dans le quartier. On voit qu'il y a des impacts un petit peu partout, dans les rues, dans les immeubles également. On sait qu'au cours de cette frappe iranienne, une petite fille a été grièvement blessée. Elle est en train actuellement d'être soignée dans un hôpital israélien. Elle est entre la vie et la mort, c'est ce que l'on sait pour l'instant. Cette frappe a lieu dans ce quartier très religieux, alors que ce soir, les Israéliens s'apprêtent à célébrer Pessah, la Pâque juive. Et pour le préciser à nos téléspectateurs, c'est vraiment un quartier où il n'y a absolument aucune base militaire, aucune installation militaire. On est vraiment dans un quartier civil où donc sont tombées ces munitions à fragmentation tirées par l'Iran.
Merci beaucoup Gwendoline de Bono depuis le terrain avec Vincent Wartner. Merci beaucoup à tous les deux. Alors oui, les Iraniens tiennent à montrer, vous l'avez compris depuis quelques minutes, qu'ils ont beaucoup de réserves. Encore de nouvelles images de propagande diffusées par le corps des gardiens de la Révolution, montrant des tirs de missiles de drones, ainsi que le commandant de la force aérospatiale des gardiens, Majid Moussavi, en visite dans une base de missiles. Et les Iraniens, dont vous avez approché le sujet, Magali, ont-ils de la réserve également jusqu'en 2027 grâce à la Russie? Selon le média ukrainien United 24, Moscou aurait livré des avions de combat, des missiles à Téhéran, potentiellement capables de viser des avions américains et israéliens, c'est-à-dire dans le Parisien. Il faut rendre aux Parisiens ce qui appartient aux Parisiens. De quoi parle-t-on précisément? Selon des documents obtenus, Moscou fournirait des avions de combat Su-35, des missiles à Téhéran, dans le cadre d'une coopération jusqu'en 2027. Et là, colonel, une coopération qui effectivement semble s'intensifier et qui pourrait porter l'Iran assez loin. Alors d'abord, elle est très confidentielle. Hein. Les informations qui passent comme ça, mais il y a la Russie ne dit rien et l'Iran ne dit rien. Donc d'abord, c'est confidentiel. Deux, c'est possible. Vous savez qu'ils ont une frontière commune par la mer Caspienne. Il y a une frontière commune. En fait, l'Iran communique directement avec la Russie, donc c'est pas impensable. D'où d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains ont détruit toute la marine iranienne qui était en mer Caspienne. Donc c'est parfaitement admissible. Les avions, je serais un peu plus prudent parce que pour voler, il faut avoir une capacité de résister en l'air. Aujourd'hui, je pense vraiment que l'armada américaine et israélienne est telle, donc ça s'appelle la suprématie aérienne, elle est totalement dans le camp américain. Par contre, encore une fois, les missiles et puis des composants, des drones, c'est pas du tout impensable, et puis toute une série de matériel. Encore une fois, c'est partie du jeu. Et puis il y a un point très important, c'est les renseignements. Vous l'évoquez dans votre sujet, on peut pas tirer des missiles comme ça. Pourquoi? Parce que le missile, je la fais courte, on va mettre les coordonnées GPS dans le missile. Et donc pour être sûr que c'est un objectif, il faut que l'information vous parvienne comme quoi c'est un objectif. Et ça, il faut des satellites, il faut des systèmes de renseignement. Et aujourd'hui, l'Iran ne les a pas. Il y a que les Russes qui en ont. Elisabeth? Alors, deux choses. Effectivement, la mer Caspienne, on a aussi vu les Israéliens frapper, je crois que faisait partie du Flood Phantom, justement en pensant que peut-être c'était des choses que les Russes livraient aux Iraniens. Effectivement, les avions, on les aurait vus et les Américains les auraient vus, donc je pense qu'ils ne feront pas long feu dans les cieux. Mais les composants et surtout les renseignements, et aux États-Unis, on en parle beaucoup de cette question de renseignement, mais aussi de stratégie, notamment avec les drones qu'ils ont utilisés en Ukraine, qu'ils conseillent aux Iraniens aujourd'hui. Oui, je vous ai signé, Lucas, parce qu'il y a un sujet que je voudrais particulièrement aborder avec vous. C'est une journaliste américaine qui a été enlevée en Irak. L'enlèvement de Shelly Kittleson aurait été commis par le groupe milicien Kataïb Hezbollah, aligné sur l'Iran. 4 hommes, vous voyez les images, l'aurait forcé à monter dans un véhicule en plein jour. L'opération de recherche est toujours en cours. Et Lucas, je me tourne vers vous parce que son hôtel, vous le connaissez, c'est celui où vous alliez quand vous étiez... Oui, où je vais quand je vais à Bagdad, quand je vais en Irak, c'est le Bagdad Hotel. Donc les images qu'on voit là, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment le centre de Bagdad. C'est un hôtel extrêmement sécurisé normalement. C'est bien pour ça d'ailleurs que les journalistes généralement y vont. Il y a un certain nombre de points de contrôle pour entrer et pour en sortir. Ce qui se passe, c'est que c'est devant l'hôtel. La prise d'otage est, comme vous le voyez sur ces images, extrêmement rapide et très classique des méthodes des milices irakiennes qui l'ont déjà fait par le passé. Il y a un certain nombre de journalistes français, américains qui ont été enlevés en Irak. Il y a une course-poursuite. Alors, ce qui a changé, c'est que les gens qui sont autour ont prévenu les autorités irakiennes. Il y a une course-poursuite. Il y avait 2 voitures des kidnappeurs. Les policiers irakiens ont réussi à intercepter une des 2 voitures. Malheureusement, pas celle dans laquelle se trouvait notre consoeur américaine, qui travaille pour des médias très sérieux, la BBC, Al Monitor. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'Irak, dont on dit qu'elle avait été prévenue depuis plusieurs jours qu'il y avait des menaces qui pesaient contre elle. Ça peut arriver, il peut y avoir effectivement des services de renseignement qui alertent, mais malgré tout, elle continue à travailler. Et ils ont perdu la trace dans cette course-poursuite de la seconde voiture dans laquelle elle était. Les Américains communiquent, alors ça c'est classique, extrêmement peu et c'est normal dans le cas de prise d'otage, ils communiquent peu parce qu'il faut essayer de savoir où est-ce qu'elle peut être détenue. Alors par qui ils le savent? Parce qu'il y a déjà une information essentielle, c'est l'un des miliciens a été attrapé dans cet accident de voiture, c'est le Kataïb al-Hezbollah comme vous l'avez dit. Alors ce qui est pas génial, j'allais dire, c'est que c'est vraiment l'une des milices les plus dures pro-République islamique en Irak. Il faut bien voir qu'en Irak, il y a des éléments pro-iraniens, et ça en fait partie. C'est l'une des milices les plus actives et les plus dangereuses. C'est probablement, on le sait, ensuite un outil de négociation. Les Iraniens sont des grands spécialistes de la diplomatie, comme on dit, sauf que c'est tout sauf une diplomatie des otages, c'est-à-dire de retenir des otages et ensuite de négocier. Je rappelle qu'il y a 2
français qui ne sont plus otages, mais sont encore à l'ambassade de France à Téhéran. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Irak, parce que ça veut dire que le conflit s'étend, et que c'est toujours une très mauvaise nouvelle quand des journalistes sont pris en otage, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus travailler dans cette région. Voilà. C'était important d'en parler avec vous. Merci. Notamment Lucas. Donald Trump vient de déclarer auprès de l'agence Reuters que les États-Unis peuvent partir de l'Iran assez rapidement, y retourner si nécessaire. La grande question aujourd'hui, pour les prochaines heures, c'est la fin de la guerre pourrait-elle être annoncée dans quelques heures, ou au contraire son accélération qui tout double? Oui, Donald Trump va s'adresser à sa nation, ce sera avec nous sur LCI. Trump est-il sur le point d'ordonner l'offensive terrestre? Est-il sur le point d'annoncer la fin de la guerre? Est-il sur le point de revendiquer une forme de victoire? Et si oui, laquelle? On en parle notamment avec vous, Pierre Servan. Merci beaucoup d'être notre invité encore une fois aujourd'hui. Éditorialiste géopolitique TF1 LCI et auteur notamment du livre Les présidents et la guerre aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Servan. Bonjour Amélie, bonjour. Et c'est pas tout, Pierre, parce qu'il y a aussi ce chantage XXL une fois plus de Trump qui menace de quitter l'OTAN, qu'il accuse d'être un tigre de papier qu'il aurait lâché. Cette fois, va-t-il mettre sa menace à exécution? Et si oui, avec quelles conséquences? Voilà, programme chargé mais passionnant. À tout de suite. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Pierre Innovation, isolation thermique extérieure et intérieure avec habillage décoratif au choix. Devis sur pierreinnovation.fr. L'actualité va vite, trop vite parfois. Rejoignez-nous tous les soirs sur LCI entre 18h et 20h pour savoir et pour comprendre. Priorité aux faits avec les indispensables, le goût du débat avec nos invités, les partis pris avec nos éditorialistes. 18h, 20h pour que vous puissiez vous faire votre opinion. Votre programme avec Point Fort Fichet, spécialiste des portes blindées et serrures de sécurité. Votre programme avec Godot et Fils, expert en or et argent physique depuis 1933. Énergie 371 cacal. C'est quoi cacal? Kilocalories. Sel, 29 grammes. 0,29 ou 29? 2,8 puis 0,4 puis 72 puis 5,1 plus... Matière grasse, 20,6 grammes. Donne-moi le numéro, je vais les appeler. C'est parfois compliqué de savoir ce qu'on mange. Le Nutri-Score évolue pour vous aider à mieux décrypter la qualité nutritionnelle des produits. C'est bon quand même. Nouveau Nutri-Score, encore plus juste, encore plus utile. Il y a 1000 façons d'aider les gens à faire du sport. Nous, c'est avec nos premiers prix performance et plus de 1000 produits à moins de 10 €. Intersport, engagé sport. Chez 1, 2, 3 pare-brise, ils réparent et remplacent aussi votre pare-brise. Ils ont plus de 500 000 clients. Comment font-ils? Eh bien, chez 1, 2, 3 pare-brise, l'intervention ne vous coûte vraiment rien. 0 avance, 0 franchise, 0 reste à charge. Ils vous prêtent même un véhicule gratuitement et ils ont été élus meilleurs en 5 pour la 3e année consécutive. Vous êtes libre de choisir votre réparateur, c'est la loi. Alors vous aussi, comme plus de 500 000 clients, prenez rendez-vous sur 123pare-brise.fr. 1, 2, 3 pare-brise. Et n'oubliez pas le .fr. On ne consomme pas tous l'énergie de la même manière. Avec eux, par exemple, les machines à laver, ça galope. Il y a ceux qui sont chez eux en horaire décalé. Bonne journée, Tom. Bonne nuit, Madame Luz. Ceux qui sont rarement chez eux. Et ceux qui sont toujours chez eux. C'est magnifique. On est tous différents. Alors pourquoi on aurait tous les mêmes solutions pour consommer moins d'énergie? Faites votre bilan personnalisé gratuit avec un expert Engie. Et vous, les pros aussi? J'agis avec Engie. Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Essayez plutôt vendezvotrevoiture.fr et évitez de perdre votre temps avec des inconnus. Il suffit d'entrer les infos de votre voiture et vous obtenez un super prix. Évitez les galères. Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Cocorico revient au cinéma. Ça n'a pas recommencé avec le test ADN? Oh mais non. Vous voulez réessayer? Ah non. Oh non, non, non. Petit cachotier. Quoi? Qu'est-ce que... Oh putain. Ouf. Cocorico 2. Au cinéma le 8 avril. Laissez-le tranquille. Voilà, mais il faut que je sorte le chaours, moi. Oh, du chaours. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Il est temps de redécouvrir les produits frais. Auchan vous rend le frais plus accessible. Avec la carte de fidélité Waouh, profitez de 10% sur tout le frais des Auchan.
Auchan, le choix, le bon. Vous défiez les lois de la physique avec le t-shirt de votre enfant? Vous n'êtes pas un mauvais papa. Vous êtes juste fatigué. Berocca Énergie, un concentré de 11 vitamines et minéraux en un seul comprimé. Pour faire le plein d'énergie au quotidien. Roberto, tu devais pas travailler aujourd'hui? Relax, c'est Roberto 2.0 qui s'y colle. 2.0 ? Qui est en train de travailler? C'est trop cool de se balader aussi en 500. Alors j'ai inventé d'autres Roberto pour tout faire à notre place. Tout le monde a droit à la Dolce Vita. Nouvelle 500 hybride à partir de 129 € par mois. Un comprimé appétant. Milan. Un mois de protection. Adieu, puce éthique. Actab pour chien. Médicament vétérinaire disponible sans ordonnance. Actab, simple à aimer, simple à protéger. Actab. Né au cœur des volcans d'Auvergne, l'eau de Volvic réveille ma force intérieure et me permet de donner le meilleur de moi-même. Volvic, goûtez à la force de la nature. On ne consomme pas tous l'énergie de la même manière. Avec eux, par exemple, les machines à laver, ça galope. Il y a ceux qui sont chez eux en horaire décalé. Bonne journée, Tom. Bonne nuit, Madame Luz. Ceux qui sont rarement chez eux. Et ceux qui sont toujours chez eux. C'est magnifique. On est tous différents. Alors pourquoi on aurait tous les mêmes solutions pour consommer moins d'énergie? Faites votre bilan personnalisé gratuit avec un expert Engie. Et vous, les pros aussi? J'agis avec Engie. Une piscine dans le salon. Là, c'est la douche froide. Très très froide. Mais vous êtes chez Direct Assurance. Vous êtes relogé à l'hôtel pendant 10 jours. Vous avez choisi Direct Assurance. Vous avez assuré? Salut Foxter! Je te mets pas la pression, mais il y a du boulot ici. 150 bars! Waouh! Le nettoyeur haute pression Foxter est à 49 € en exclusivité chez Leclerc. Tout l'équipement d'extérieur est à prix Leclerc. Leclerc. Partez à la quête de la plus précieuse des collections avec la monnaie de Paris. Découvrez les 9 premières pièces de 10 € argent du Seigneur des Anneaux. Des monnaies à offrir ou à collectionner, disponibles sur monnaiedeparis.fr et en bureau de poste. Et là, le char, il perd sa roue. On va vous prendre pour un fou. 20 spectacles grandioses au cœur de la Vendée. Puis du fou, billets à partir de 37 €. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Pierre Innovation, isolation thermique extérieure et intérieure avec habillage décoratif au choix. Devis sur pierreinnovation.fr. Non. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu Iran, assaut ou abandon. Trump a tranché. Donald Trump doit s'exprimer la nuit prochaine et ce sera à suivre en direct, bien sûr, sur LCI. On va en parler avec mes invités, mais là, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Les carburants, le gouvernement est prêt à des mesures d'économie d'énergie en cas de problème d'approvisionnement. C'est la porte-parole qui l'annonce sur TF1 ce matin, Maud Bréjon, qui tente de rassurer. Au passage, il n'y a pas de rupture de stock à ce stade, dit-elle. Nouveau coup dur pour Stellantis, qui rappelle 700 000 véhicules dans le monde pour un risque d'incendie, dont plus de 200 000 en France. Le constructeur automobile s'inquiète d'un risque d'incendie sur les modèles équipés de moteurs essence PureTech de 1,2 litres datant de 2023 à 2026. Et puis des frappes russes meurtrières en Ukraine ont fait au moins 5 morts. Moscou qui a lancé 339 drones contre l'Ukraine dans la nuit dernière. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc vous êtes toujours devant ce grand dossier. Iran, assaut, abandon, Trump a tranché. Je suis toujours ravie d'être sur ce plateau avec Elisabeth Shepard-Selam, avec Magali Barthez, avec le colonel Père de Jong, avec Lucas Manger et donc avec vous, Pierre Servant. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui. Trump est prêt à quitter l'Iran et à revenir. C'est ce que rapportent les médias américains à quelques heures de son adresse à la nation. Trump à l'heure du choix. Il va parler et il promet de nouvelles informations importantes sur l'Iran. Alors la question, c'est fin de la guerre ou offensive terrestre. Et vous allez le voir, des troupes
américaine continue de se masser. Voyons ensemble justement les indices qui alimentent la thèse des opérations terrestres renforcées. Avec le colonel Perdouillon pour commencer. Colonel, hier, on voyait dans cette émission que la division aéroportée, la 82e, était arrivée. On a appris que le porte-avions maintenant USS Bush a quitté les États-Unis. Alors en fait, ils viennent quitter Norfolk, donc il va se diriger en direction de la Méditerranée. En fait, c'est le remplacement du Gerald Ford. Le Gerald Ford était en panne, il y a eu des incendies, les toilettes de bouchées, enfin il y a toute une série d'opérations. Je pense que le matériel était très usé. Donc en fait, c'est une relève simplement. Donc en fait, les Américains assument la présence de ces porte-avions. Donc c'est une relève nombre pour nombre. Il n'y aura pas plus de porte-avions. Sachant que quand même le George Bush, c'est un engin, enfin c'est la dernière catégorie, 333 mètres de long. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut à bord, etc. Donc très concrètement, aujourd'hui, c'est une relève. Ça veut dire quoi? La relève, ça veut dire que vous êtes prêt à rester un certain temps. Parce qu'il ne part pas comme ça pour rester 3-4 jours. Il va rester au moins 1 mois ou 2. Donc en fait, les Américains se positionnent pour être, encore une fois, en situation de faire quelque chose. Alors, élément nouveau, mais mystérieux. Voilà, je le dis quand même assez mystérieux. Hier, un sous-marin d'attaque balistique des États-Unis a fait surface au large de Gibraltar. Donc on s'est posé beaucoup de questions. On vous les soumet, colonel. Alors, c'est l'OYO, c'est comme un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. C'est un engin qui est énorme, 170 mètres de long, sachant que nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils font 130 mètres de long. Donc vous voyez déjà la différence. Donc c'est un engin énorme sur lequel vous avez 24 cellules pour envoyer des missiles, des tomahawks, tout ce que vous voulez. Donc c'est un engin extrêmement performant. Il y a 3 points qui sont intéressants. Le premier, c'est cette chose qui est au-dessus, qui pourrait servir éventuellement à, ce sont des capsules qui servent en fait à mettre en place des forces spéciales, des Navy Seals, etc. La deuxième question, c'est pourquoi il se montre. C'est assez étrange, ce genre de sous-marin est dissimulé et il va passer Gibraltar, on ne le voit pas passer, il veut être montré, il montre qu'il existe. Troisième point, c'est pas ce genre d'engin qui accompagne les porte-avions. Les porte-avions sont accompagnés par des sous-marins d'attaque et ça, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc c'est pas le même emploi. Donc par où va-t-il aller? J'espère qu'il va ressortir quelque part en direction du Golfe, si c'est là qu'il va. Mais à l'heure où on parle, on n'en sait rien. Autre indice, en tout cas regardé comme tel, d'une éventuelle intervention au sol, l'envoi de nouveaux renforts aériens. Alors ça, c'est l'élément gagnant. En fait, c'est le A-10 qui est très connu, qui est le chasseur de chars. Il a une caractéristique, sous ses ailes, il a en gros 11 points d'emport, un peu comme le Rafale. Par contre, son point fort, c'est ce qu'on voit là, c'est la mitrailleuse Gatling de 30 qui est à l'avant et qui a un double emploi. Vous voyez, on le voit là, exactement, qu'on voit là. Donc, il y a un double emploi. Le premier, c'est ce qu'on appelle le close air support. C'est la manière d'aider les troupes au sol à faire quelque chose. Il vole extrêmement lentement. Donc, en fait, il est maniable. Donc, il voit les cibles, il est protégé. Il faut savoir que même s'il prend un petit obus à travers la carlingue, il ne se passe rien, il rentre. Et puis le dernier point, ce qui est très intéressant, c'est la lutte anti-drone. Parce que vous savez que les avions de chasse sont trop rapides par rapport aux drones, alors que lui, il est lent. Donc en fait, il peut tirer, avec son canon de 30, il peut tirer des drones. Donc ça, c'est un plus quelque part. Merci beaucoup, colonel Perdouillon. On apprend à l'instant que l'Iran dément avoir demandé un cessez-le-feu. J'ai envie de vous dire, quelle surprise. Ceci dit, votre réaction, Pierre Servan, parce qu'on ne vous a pas entendu sur Donald Trump, qui revendique un cessez-le-feu demandé par un président iranien. Écoutez, vraiment, je le partageais tout à l'heure hors antenne, c'est vraiment compliqué pour nous tous de commenter tous les jours la dernière sortie de Donald Trump ou de Pete Hegseth. Ça part un peu dans tous les sens. Il faut quand même rappeler que Donald Trump est caractérisé par 2 choses. D'abord, il a souvent dit « moi je fonctionne au feeling ». Je ne fais confiance qu'à moi. Il parle de lui à la 3e personne. Il dit Donald Trump a toujours raison, d'ailleurs tout le monde le dit. Donc il fonctionne au feeling. Ce qui crée dans des situations de guerre quand même une incertitude, une valse, des valses entre plusieurs points. On sait aussi que énormément de conseillers sérieux, des gens qui connaissent cette région, la Perse, l'Iran, etc., ont été dégagés dès le début du mandat. Donc les filets de rappel par rapport à ce type de psychologie qui considère qu'il comprend tout de façon intuitive, qu'il a été élu 2 fois sur son intuition, c'est extrêmement compliqué. Dans l'histoire, si vous voulez, ce type de profil, c'est dangereux. Et puis, il a un second trait de caractère. Il y avait un article du Monde qui parlait de la région de l'Orient avec les mirages. C'est-à-dire que Trump a inventé, lors de son premier mandat, le concept de vérité alternative. Lui et son environnement. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on mettait Donald Trump face ou à ses porte-paroles, face à des déclarations qu'il avait faites qui étaient objectivement
de façon contrôlée, mais archi-fausse, notamment le fait qu'il y avait eu, lors de son investiture, beaucoup plus de monde qu'Obama. Mais enfin, ça, c'est de l'abruti. Il passe son temps à faire ça. Et alors, son entourage et lui-même avaient dit, mais attendez, ça, c'est votre vérité. Nous, notre vérité est différente. Donc, quand vous cumulez les deux sur la guerre, la complexité de la guerre, le nombre de protagonistes, l'Iran, joueur d'échecs, etc., ça donne des trucs comme ça. En tout cas, ce qu'il faut bien dire, c'est que, il n'y a pas de négociation directe entre des équipes iraniennes et des équipes américaines. Il y a une boîte aux lettres à Islamabad, sous le contrôle, enfin l'appui des Pakistanais, une boîte aux lettres où les Américains, s'ils le veulent, mettent une lettre et les Iraniens, s'ils le veulent, mettent une lettre. Et les Pakistanais distribuent le courrier. C'est ça, les négociations. C'est-à-dire que c'est que dalle. Et je me demande si Trump ne joue pas sur quelque chose sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure, c'est-à-dire ces captations par les services de renseignement, peut-être la CIA ou le Mossad, d'une conversation entre le président Pezeshkian et le chef des gardiens de la Révolution, qui en fait, en soi, ne veut rien dire, parce que, vous l'avez tous rappelé, Pezeshkian ne pèse absolument rien dans le dispositif, absolument rien. Alors, est-ce qu'il a voulu surfer là-dessus pour essayer d'enfoncer un coin en espérant tirer quelque chose, en prêchant le faux pour amener le camp iranien à bouger? Voilà. Donc, j'ai le plus grand scepticisme sur le fait, rien ne montre de la part des Iraniens une volonté d'un cessez-le-feu. Et encore une fois, quand on prend les déclarations de Trump, il dit il faut d'abord qu'il réouvre le détroit d'Ormuz, après on verra un cessez-le-feu. C'est rare que ça se passe dans ce sens-là. Et en attendant, je vais les renvoyer à la préhistoire. Bon, donc on a bien compris votre amour pour les déclarations de Donald Trump, mais malgré tout, je vais encore vous soumettre à l'exercice, Pierre. Je vous prépare psychologiquement. Amélie, c'est le job. Eh bien, par ailleurs, juste avant le début de cette émission, un tout petit peu avant, Donald Trump, il a fait savoir à la presse américaine que les États-Unis pouvaient partir de l'Iran très rapidement, quitte à y retourner si nécessaire. Est-ce à dire que tous les signaux qu'on vient de voir ensemble grâce au colonel, les signaux d'intervention au sol ne sont potentiellement un immense bluff militaire, un immense coup de bluff militaire? Alors, soit il y a ça, soit il y a une forme d'improvisation. Il y a certains moments dans la guerre où la guerre nourrit la guerre elle-même. C'est-à-dire que les protagonistes sont un peu dépassés par il y a une sorte de bête qui a été lâchée et qui s'auto-alimente et qui avance comme ça. Ce que Père a montré tout à l'heure, qui est très clair, c'est qu'il n'y a pas de renforcement du potentiel militaire américain sur la zone. Ce week-end, il y a eu beaucoup de déclarations sur 50 000 hommes. Il y a 50 000 hommes. Alors moi, je me suis mis à la recherche de ces 50 000 hommes parce qu'on en est resté à 2 fois 2500 Marines. Le corps de réaction rapide de la 82e Airborne, c'est au total 5 000 sur 25 000, mais il semblerait qu'il n'y en ait que 3 000 qui seraient projetés. Certainement des forces spéciales des commandos au Koweït. Mais les commandos, si vous voulez, c'est quelques centaines, c'est pas des grosses unités. Donc on n'est toujours pas dans un volume de force considérable et un développement de l'armada. Et Père l'a rappelé tout à l'heure, le George Bush senior, il remplace le Ford, qui effectivement maintenant est en Croatie, parce que visiblement la Crète n'a pas pu faire les réparations. J'en profite pour dire que je me suis trompé la dernière fois, il n'y a plus de bannettes chaudes, les couchettes chaudes. Père m'a repris en sortant en me disant, non, on vérifie, j'ai demandé à un copain amiral. Dans la marine moderne aussi des grands pays, il n'y a plus de couchettes chaudes, bannettes chaudes. Chacun a sa banette. Pourquoi ? Parce que c'est important pour durer le fait d'avoir son petit espace avec les photos de sa famille, de sa copine, de son mari, de son fiancé, tout ce qu'on veut, etc. Voilà. Donc j'en profite pour rectifier cette chose-là. Pas de vérité alternative avec Pierre Servant. On rétablit toujours la vérité. Si vous voulez, plus la situation est complexe, et c'est ce qu'on fait à LCI, c'est plus on essaye d'injecter. Alors on peut se tromper, c'est pour ça qu'on est plusieurs, parce que ça permet de croiser, etc. Injecter du réel, vérifier l'information, être rigoureux, partager. On a tous des expériences différentes et c'est ça la force de LCI. Et voilà, on n'est pas des génies, on n'a pas une science infuse, on ne regarde pas dans la boule de billard, mais on a ça et ça permet, et c'est reçu par les téléspectateurs. Voilà, et ça c'est important parce qu'on a une période de confusion comme ça, le calme des vieilles troupes. Nous sommes tous des vieilles troupes ici, alors pas en âge parce qu'ils sont tous très très jeunes ici par rapport à moi, mais moi j'ai militaires, c'est des beaux petits vieux quand même. Mais voilà, chacun dans son registre, voilà, on a l'habitude de ces affaires, et donc il faut rester calme et
prendre du recul. Alors j'en appelle à votre expérience à tous pour analyser cette autre déclaration de Donald Trump, parce que vraiment tout est sous-pesé au millimètre. On sent qu'on est potentiellement en moment charnière malgré tout, quand il déclare ces dernières heures que les États-Unis vont partir d'ici 2 à 3 semaines. On va l'écouter, puis on en parle juste après. Dans 2 ou 3 semaines, nous quitterons l'Iran, oui. Il n'y a aucune raison pour nous de rester là-bas. Vous savez, il suffit qu'un type dépose une mine dans le détroit pour qu'on dise « Oh non, ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas comme attaquer une armée ou un pays. » Alors, Elisabeth par exemple, 2-3 semaines. Pourquoi afficher, alors le scepticisme a déjà affiché, mais pourquoi ce délai? Est-ce que 2-3 semaines, ça laisse le temps d'une potentielle intervention militaire, par exemple? Alors, quand on dit une potentielle intervention, on parle plutôt de raid, ce que disait Pierre, et ce que toutes les informations qu'on a regroupent. On n'est pas sur l'envoi de plusieurs centaines de milliers de soldats et des chars pour vraiment avoir, on va dire une invasion ou une opération classique sur le sol iranien. Donc 2 ou 3 semaines, pour tout ce qui est, et Pierre commençait à faire le calcul des soldats, mais tous ne sont même pas là encore, y compris 10 000 peut-être, infanterie ou autre. Ils sont pas là. On reste dans 2 ou 3 semaines. Peut-être certains seront là. Il y a bien évidemment le Tripoli qui est arrivé, le boxeur n'est pas encore arrivé, il y en a un certain nombre qui ne sont pas arrivés. Donc 2 ou 3 semaines, ça me semble assez suspect, surtout si on le regroupe avec les calendriers qu'annoncent plutôt les Israéliens, qui sont un peu mieux cadrés dans leur cadre et qui, parce qu'ils subissent aussi, ont besoin de parler avec leur public. Les Israéliens parlent de beaucoup plus de semaines, donc au moins 1 mois, ce qui est déjà assez court, mais j'y crois pas du tout les 2 ou 3 semaines. Alors je vois votre passion à tous, mais je vais pas faire attendre Sonia Dridi qui est sur le terrain. Je reviens vers vous juste après, promis. Sonia Dridi, vous êtes en direct de Washington et je le rappelle, cette fois pas la Maison Blanche, non, devant la Cour suprême, parce que fait exceptionnel, c'est important, on pourrait l'analyser aussi, mais c'est pas le cadre de ce grand dossier. Et il s'est invité, Donald Trump, dans le débat sur le droit du sol, au sein de cette Cour suprême, ce qui fait grand bruit d'ailleurs potentiellement autour de vous, on l'entendra quand vous nous répondrez. Mais la question du jour que je vous pose, c'est selon vous, dans quel sens pourrait trancher Donald Trump à 3h du matin, heure française? Et est-ce que la moindre petite avancée, il pourrait essayer de l'utiliser pour crier victoire et dire bon, c'est bon, le job est fini, on part? Alors, on sent en tout cas que Donald Trump est pressé de crier victoire et pressé de trouver une porte de sortie. Tout à l'heure, il a dit à un journaliste de Reuters que les États-Unis allaient rapidement sortir d'Iran. C'est selon un récent sondage ce que souhaitent 2 tiers des Américains interrogés. Il a aussi dit hier à la Maison-Blanche qu'il pensait que cette guerre prendra encore 2-3 semaines. Et il a également confié à une journaliste de CBS que, selon lui, plus grand-chose ne devait se passer entre maintenant et le moment où il crierait victoire. Donc il envoie certains signaux, en tout cas pour dire que la guerre, selon lui, touchera à sa fin d'ici quelques semaines. On a aussi cette information qui vient de tomber sur Axios, selon laquelle les États-Unis et l'Iran discutent en effet d'un potentiel accord de cessez-le-feu en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz. On sait que c'est un sujet qui frustre énormément Donald Trump. Et puis certains suggèrent que si d'ici le 6 avril, donc l'échéance qu'il a fixée, il n'y a pas d'accord, il pourrait faire des dernières frappes très importantes. Voire on parle éventuellement de l'envoi de troupes au sol, de commandos plus spécifiquement, par exemple pour prendre le contrôle d'îles iraniennes, dont l'île de Kark, dont on parle beaucoup. Mais je ne suis pas sûre que Donald Trump a pris la décision à ce sujet. Et donc, dans ce discours à la nation, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il va surtout tenter d'indiquer aux Américains que la fin est proche. Et puis, il a dit qu'il en profiterait pour exprimer son dégoût vis-à-vis des pays de l'OTAN. Merci infiniment. Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI, devant la Cour suprême où se trouve le président américain. Et donc, grâce à vous, on va suivre cette allocution très attendue du président à 3h du matin. Et ce sera à suivre en direct sur LCI. Donc, vous vouliez réagir? Allez-y avant que je parle de nucléaire. Allez-y. Dans tout ce qui est annoncé là, et ce qu'expliquait Sonia à l'instant, on oublie un petit paramètre, c'est Israël. Les Israéliens sont rentrés en guerre avec les Américains contre l'Iran. Pour l'instant, il n'y a aucune communication israélienne sur la fin potentielle ou des négociations. Certains disent même que, même s'il a annoncé la fin de la guerre, ça n'empêcherait pas les Israéliens de continuer de leur côté. Alors, ils ne pourraient pas continuer de la même manière et aussi longtemps, parce qu'ils ont besoin sans la permission. Mais pour Benjamin Netanyahou, il ne faut pas oublier que cette guerre, elle est existentielle. Pour lui,
et, dit-il, pour son pays. Mais c'est-à-dire qu'il a construit toute sa notoriété et toute son action politique sur la destruction du régime iranien comme menace contre l'État d'Israël. En l'état actuel des choses, si le régime ne change pas, alors on va suivre ce que dit Donald Trump évidemment sur LCI, mais si le régime n'a pas changé, pour les Israéliens, c'est pas un gain. Alors certes, la menace est diminuée, le nombre de lanceurs de missiles est diminué, la menace nucléaire est probablement peut-être anéantie pour plusieurs mois, voire plusieurs années, mais Benjamin Netanyahou ne peut pas crier victoire. Donc dans quelle mesure est-ce que Trump ne va pas lâcher les Israéliens, j'allais dire en race campagne, l'expression est peut-être pas bien choisie, mais ça va être intéressant de suivre ça aussi. Magali. Mais c'est la grande crainte justement des Israéliens, que Donald Trump tout à coup dise mission accomplie, moi je me retire et je vous laisse vous débrouiller avec le détroit d'Ormuz et avec ce régime iranien qui en effet aura subi des coups très sévères mais qui ne sera pas tombé. Donc à partir du moment où il tient, il a gagné quand même. Oui. Et c'est quand même ça le grand danger pour Israël. Moi je suis quand même très frappée de l'évolution du discours de Trump ces derniers jours parce que j'avais l'impression qu'il parlait beaucoup d'opérations au sol, de l'île de Karg, d'opérations terrestres. Et puis là, on a l'impression quand même d'une évolution du discours de Trump qui ne cesse d'essayer de faire passer le message à son électorat et aux Américains qu'en fait, il a remporté un certain nombre de succès. Alors, comme on n'avait pas les buts de guerre au début, évidemment... C'est plus facile. C'est plus facile de le dire comme ça. Alors, justement... Mais c'est vrai qu'il est en train d'essayer de vendre quelque chose à l'opinion publique américaine. Il y a un récit tout à fait différent et beaucoup auront noté, notamment sur ce plateau, que Rubio et Hegseth se sont appliqués ces dernières semaines, ces derniers jours plus précisément, à restreindre les objectifs de guerre, à les revoir à la baisse. Et là je vous pose la question, Pierre Savant, est-ce que c'est pour pouvoir plus facilement revendiquer une victoire pour Donald Trump? On minimise les objectifs, ils sont du coup moins difficiles à atteindre et on arrive c'est ce que le colonel Goya appelle une victoire minimale. Oui, exactement. Magali, il l'a dit, c'est beaucoup plus facile quand vous n'avez pas clairement exprimé ce que les militaires appellent l'effet final recherché. Voilà, nous rentrons en guerre, en campagne, et voilà ce que nous voulons atteindre comme objectif à la fin de la guerre ou de la campagne, et on le décline, etc. Là, on a toujours dit, ça a toujours été extrêmement flou en fonction des prises de décision. Donc à tout moment, il peut dire, parce que ça a été réduit à 4 points, en excluant le nucléaire et la chute de l'Iran, la libération du peuple iranien, c'est plus dans le scope. Donc, il pourra effectivement expliquer à son opinion publique que c'est formidable. Alors, il y a une réalité, c'est que le potentiel militaire iranien et industriel et en termes de chefferie, de commandement du pays, il y a une réalité, c'est que vraiment l'Iran en a pris plein la tronche, si je puis dire. Donc ça c'est une réalité, il peut s'appuyer là-dessus. Sauf que non seulement ça ne règle pas le problème régional, et ça ne diminue pas ce que j'appelle le pouvoir de nuisance de Téhéran. Et le pouvoir de nuisance, ça n'est pas que militaire. Parce que vous avez ce pays, l'Iran, qui est sérieusement affaibli sur le plan militaire, mais qui continue à frapper avec quand même une certaine adresse qui conduit à se poser des questions sur le rôle de la Russie dans cette capacité à cibler. Mais surtout, ce pays fait peser sa poigne, l'Iran fait peser sa poigne sur le monde entier, jusqu'à Taïwan, en passant par l'Afrique, en passant par les États-Unis sur le prix du gallon, etc. Donc c'est une situation incroyable. C'est-à-dire ce pays qui est quand même très sérieusement diminué arrive à avoir, et puis sans compter le détroit d'Ormuz, alors là c'est le monde entier, c'est des pays du monde entier qui sont touchés. Et donc là on ne voit pas du tout dans ce que Trump annonce, qu'est-ce qui pourrait régler ça. Sur le nucléaire, moi, ma conviction, alors c'est difficile, mais après avoir discuté, recoupé, etc., je me demande si les 460 kilos d'uranium enrichi, tout ou partie, ne se trouvent pas totalement enfouis à Ispahan ou peut-être à Fordo. Vous vous rappelez des images qu'on a passées au début du conflit, avant même le conflit, où ils ensevelissaient, ils ont bétonné les portes d'entrée et puis recouvraient de sable, etc. Est-ce que l'uranium enrichi ne se trouve pas là-dedans, ce qui exclut complètement une opération spéciale? Parce que vous ne pouvez pas arriver avec des engins de chantier, de trucs au milieu de là-dedans pour des... Voilà, je me demande si l'uranium n'est pas là et que c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui la Maison-Blanche dit bon, on n'en parle plus trop parce qu'on n'a pas la main dessus. Pourtant, pour la deuxième fois ces derniers jours, Donald Trump a déclaré que l'un des objectifs clés de la guerre, notamment le nucléaire, avait été atteint. C'est là où le trouble s'installe. Réécoutons Donald Trump, regardez. Le changement de régime ne faisait pas partie de mes objectifs. J'avais un seul objectif, qu'il n'ait pas d'armes nucléaires. Et cet objectif a été atteint.
Alors, ces dernières heures, encore, on a vu des images de sites en lien avec le nucléaire qui ont été touchés. Vous allez voir des images haute résolution qui montrent des destructions de l'usine d'Ardakan de Yellowcake en Iran, un site clé dans le traitement initial de l'uranium. Cette image va arriver, on me le promet, elle est là tout de suite maintenant. Il peut revendiquer un objectif atteint dans quelques heures sur le nucléaire. Il commence à le faire depuis quelques heures. Oui, alors il l'avait déjà revendiqué en juin, puisque le programme a été oblitéré. Ce qui est vrai, c'est que, alors c'est plutôt, je crois, les Israéliens qui ont fait un travail chirurgical de frappe de tout ce qui est dans l'environnement du programme nucléaire, y compris des centres chimiques qui sont spécialisés dans la transformation de l'uranium enrichi liquide pour le transformer en matière solide pour pouvoir rentrer dans la composition d'une bombe. Donc c'est des objectifs plus fins, plus répartis. Et là, Israël a quand même tapé. Donc il y a des sites plus importants comme celui-ci. Donc c'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait par les Américains et surtout les Israéliens pour parfaire le fait de vraiment renvoyer le programme nucléaire aux calendes grecques et quelle que soit l'issue de cette guerre, empêcher Téhéran, l'Iran, de remettre vraiment, ou d'avoir, ils achètent peut-être 10 ans ou 15 ans. Y compris des laboratoires de recherche à l'intérieur de Téhéran, des laboratoires de recherche universitaires pour poursuivre sur ce que vous disiez, Pierre, c'est que vraiment ils ont ciblé, ce qui prouve aussi l'ampleur du renseignement israélien, c'est-à-dire qu'il y a des labos de recherche avec parfois 4 à 5 chercheurs, mais des ordinateurs extrêmement puissants et des données qui étaient essentielles pour la poursuite du programme nucléaire iranien, qui ont été, ça avait surpris au début, c'était des quartiers de Téhéran qui n'étaient pas visés au départ, et ce qui prouve que les Israéliens savaient, et qu'effectivement il y a une volonté de se prémunir du nucléaire iranien pour des années et des années. Oui, colonel. Enfin, qu'ils étaient amoindris, il n'y a absolument aucun doute. C'est sûr que le modèle industriel iranien autour du nucléaire s'est pris une énorme claque. C'est extrêmement difficile et même si vous voulez commencer à s'y remettre, c'est quasiment impensable. Le seul problème, encore une fois, c'est que moi je pense que c'est pas du tout la motivation de Trump, c'est de la communication qui est destinée à justifier l'opération qu'il a menée. Quel est son problème ? Aujourd'hui, il a deux problèmes, il a deux variables devant lui. La première, c'est les élections dans 6 mois et 2, c'est le prix du pétrole. On voit bien que dès qu'il parle, le prix du baril reste autour des 100. Ben ça va, il va tenir. Et c'est ça l'objectif. Il va essayer de tenir le plus longtemps possible que le prix du pétrole reste là où il en est. Il ne veut pas une déflagration autour du prix du pétrole. Alors maintenant, il va annoncer probablement que les Iraniens ne savent plus fabriquer une bombe. Ben, probablement qu'ils n'ont jamais su. Et Python, il n'en a pas la preuve. On n'aura même pas la preuve. Comme le dit Pierre, si les 400 kilos d'uranium sont à 200 mètres sous terre, on le saura que dans X années. Donc c'est impossible à savoir. Donc il faut qu'il se récupère sur quelque chose. Il va se récupérer sur quoi ? Vous parlez prix du Brent ? Voilà, ce qui en fait, hier, il était à $100. Donc, vous voyez, ce qui compte pour les Américains, c'est qu'il est à $4 le gallon à la pompe. Parce que ça, c'est le prix des marchés. Mais à la pompe, $4 le gallon pour les Américains, ça fait 4 litres. Donc ça fait $1 le litre. Oui, mais pour des Américains, ça reste raisonnable. Pour nous, oui. Ils n'ont pas les mêmes distances. Voilà. C'est une Américaine qui vous le dit. Pas la même chose. Sur cette question de repousser, je rappelle quand même que les Israéliens et les Américains ont des stratégies très différentes. La tonte de la pelouse dont les Israéliens ont l'habitude, ils savent, et ils en parlent en ce moment beaucoup, que avec ce qui se passe avec les États-Unis, clairement, on ne va pas vers une victoire claire, mais ça veut dire que dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, il faudrait revenir. Et c'est aussi ça, le danger de ne pas aller au bout, le danger de toute cette, on va dire, volatilité de Donald Trump, c'est que de se retrouver dans la même situation d'ici 10, 15 ans. Alors, la grande question aussi qui va se poser, c'est Hormuz. Vous parliez du pétrole. Ce qui revient comme un boomerang chaque jour, c'est la question de Hormuz. Peut-il annoncer quoi que ce soit en direction d'Hormuz ? Peut-il envisager une opération ciblée en direction d'Hormuz, alors que le Qatar, encore ces dernières heures, a annoncé qu'un missile de croisière iranien a frappé l'un de ses pétroliers dans le golfe Persique. C'est peut-être la première grande frappe confirmée d'un missile ASCM, c'est ça, colonel ? Pierre, vous corrigez ? De quoi ? Bon, sur un pétrolier pendant... Merci. Merci Carmangé d'être venu à mon aide. Parce que vous m'avez complètement lâché, Pierre et colonel. Alors, qui osera forcer le passage ? C'est la grande question. En tout cas, les Émirats se disent prêts, eux, à se tenir aux côtés des États-Unis dans cette entreprise. Mais on n'y comprend plus rien, pour être très clair encore une fois, puisque hier, Trump voulait les laisser tomber. Je vous rappelle cette information du Wall Street Journal. Donc, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose en direction d'Hormuz, puisque c'est, semble-t-il, le cœur, le nœud du problème, surtout quand on est président des États-Unis et qu'il y a la question du pétrole.
Écoutez, moi, je reste sur l'analyse depuis le départ. Si on peut revoir la carte avec les 1500 km jusqu'à Karg, c'est une carte intéressante. L'objectif ne peut absolument pas être de longer les 1500 km de côte pour amener des bâtiments au large de Karg. Là, ça va être un massacre pour la marine, la marine américaine. En revanche, le Koweït, alors il est quand même à 400 km de Karg, le Koweït. C'est pas, vous faites pas ça à la nage, mais c'est là où il y a des forces spéciales, des Delta Force, des Navy Seals, des commandos marines, des bérets verts, des Rangers, Delta Force, Delta Force, voilà, qui sont sur Koweït. Là, le fait de prendre comme gage Karg, qui est le poumon économique, on l'a dit, 90% du pétrole, les Iraniens se faisant, alors je ne vais pas dire l'expression qui venait, mais ayant enrichi leur cagnotte depuis le début de la guerre grâce à cela. Là, il y a une opération qui est risquée, mais les forces spéciales savent le faire. Comme il y a peu d'hommes engagés, il y aurait peu de pertes, sauf que les Américains avaient frappé il y a plusieurs semaines les défenses qui étaient présentes sur Karg et qui n'ont pas monitoré cette situation pour chaque fois que les Iraniens voulaient ramener des troupes, etc., détruire. Mais la seule opération cohérente, c'est celle-là. Les autres, les îles, on a tourné autour de la petite tombe, la grande tombe, c'est bien nommé, entre parenthèses, les autres îles, etc., ça nécessite l'approche des bâtiments, notamment les 2 navires amphibies, Tripoli et Boxer, qui n'est pas encore là. Ça nécessite de s'approcher quand même des côtes et donc d'offrir des cibles à un système de défense iranien dont on voit qu'il reste extrêmement précis. J'ai été frappé, c'est le cas de le dire, par la frappe sur la base du prince Sultan en Arabie Saoudite, sur laquelle je suis allé pendant la première guerre du Golfe. Le fait qu'ils aient pu taper un AWACS, 2 avions de ravitaillement américains, blesser une vingtaine, etc. Vous imaginez sur un bâtiment au milieu de l'eau qui se prend un missile de cette nature, alors, je ne sais pas quel sera le sigle, le risque est maximum. Donc j'ai du mal à voir ça. Et puis il y a un critère temps qui est très important aussi. On peut imaginer des cibles, mais après il y a le critère temps, pardon. Oui. Et il y a quand même une évolution du côté des États du Golfe, parce que ça fait quand même 1 mois que dure cette affaire. Au début, ils étaient vraiment sur la retenue, en disant apaisement, il faut justement jouer l'apaisement. Là, il y a certains de ces États, certaines pétromonarchies qui disent, en fait, notre capacité de retenir le bras de l'Iran et la capacité de nuisance de l'Iran, elle est tellement apparue au grand jour que maintenant, ils poussent plutôt les États-Unis à finir d'une certaine façon le travail. Tu casses, tu répares. Mais voilà, tu nous emmenes jusque-là, tu vas au bout. Parce qu'en fait, le potentiel américain qui était de dissuader justement de ce genre d'attaque, là ce potentiel-là, il a disparu ces derniers jours. Donc aujourd'hui, cette nuit, c'est peut-être ça aussi. S'il parle d'Ormuz, c'est peut-être dans l'idée de dire que justement, il a mis en place une coalition et que peut-être les Émirats pourraient se joindre d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas exactement comment, mais en fait, il a besoin de dire aussi à l'opinion publique américaine qu'il n'est pas seul. D'où la colère qu'il a à cause des Européens qui ne l'ont pas suivi. Après une magnifique transition, mais d'abord, Elisabeth, on va parler effectivement de la colère avec les alliés. Mais surtout que les Émiratis qui poussent pour une résolution à l'ONU, si j'ai bien compris, ont aussi tout intérêt. Je rappelle quand même qu'il y a au moins une île contestée entre l'Iran et Al Moussa. Je pense qu'il y a plus d'une, mais il y en a 3, je crois, qui sont contestés. Donc, et il parle de vouloir récupérer en plus du territoire. Donc on peut imaginer effectivement, même si c'est peu probable et qu'ils rêvent un peu, qu'ils ont envie aussi de rentrer, parce que maintenant ils ont compris que si on ne va pas au bout, en fait c'est eux surtout dans la région qui vont payer le prix. Alors donc, grosse colère une nouvelle fois de Donald Trump vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis de l'OTAN, et je pourrais dire même chantage à nouveau de Donald Trump qui menace de quitter l'OTAN après la guerre au Moyen-Orient. Ça s'est dit dans une interview publiée aujourd'hui par The Telegraph. Le président américain affirme sa volonté de quitter l'alliance qu'il qualifie de tigre de papier, à laquelle il reproche de l'avoir lâché dans sa guerre au Moyen-Orient. J'envisage sérieusement de me retirer de l'OTAN, dit-il. Alors, menace sérieuse ou énième coup de sang, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, il faut qu'on pose sur la table les conséquences. Parce que cette menace, elle n'est pas sans conséquences. Au contraire, Lucas Manger. Pour tout expliquer à nos téléspectateurs. Lucas, quand on regarde les chiffres et les faits, les États-Unis restent la puissance
écrasante de l'OTAN. Indéniablement, c'est eux qui l'ont créé, l'OTAN. Ils l'ont créé pour c'est un parapluie de protection du monde, de l'Europe, du monde occidental. 59% de la dépense générale, c'est-à-dire que donc le reste est partagé par les 31 autres membres de l'Alliance, de 32 pays dans l'Alliance. Ceci dit, il faut quand même noter que malgré ce poids gigantesque des États-Unis, la part des pays, notamment européens, a largement augmenté ces 10 dernières années. Elle était de 27%, elle est passée à 41%, donc ça augmente. Et c'est notamment dû au fait que la pression que met Donald Trump depuis des années, depuis son retour à la Maison-Blanche, en disant « vous autres, notamment les Européens, vous ne participez pas suffisamment à l'Alliance, augmentez vos budgets de dépenses », c'est ce que font beaucoup de pays européens, la France y compris, donc ça monte. Alors, il y a le poids financier, et puis il y a la présence militaire. La présence militaire, il y a 100 000 soldats américains qui sont... alors voilà, ce chiffre-là, est encore plus important. L'armée américaine, c'est 1 300 000 hommes, plus 800 000 réservistes, c'est gigantesque par rapport à ce que nous, Européens, par exemple, on peut afficher la France, 200 000 soldats, la Pologne, 202 000. Bon, en gros, les deux pays sont à peu près au même niveau, France et Pologne, les Italiens derrière, mais c'est absolument pas la même puissance, effectivement, de l'armée américaine face aux armées européennes. Et puis, j'en parlais, mais trop vite, on va voir la présence militaire américaine sur les bases, l'intégralité de ces bases. Vous voyez à quel point elles sont disséminées sur l'ensemble du territoire européen. Il y a 100 000 soldats américains aujourd'hui qui sont présents en Europe, ce qui représente quand même beaucoup de monde, et donc leur départ signifierait un acte symbolique, si les propos de Trump aujourd'hui étaient vérifiés, un départ qui serait en plus une logistique assez complexe. Et puis, il y a ce qui est essentiel au sein de l'OTAN, la protection nucléaire qu'offrent les Américains à l'ensemble de ces pays-là, c'est-à-dire l'arme nucléaire qui est déployée, y compris en Europe. Alors la France, nous, on a notre propre arme nucléaire, les Britanniques aussi. Le reste des pays de l'Alliance sont aujourd'hui protégés par l'arme nucléaire américaine. Merci infiniment, Lucas Manger. Merci pour les éléments de compréhension. Pierre Servan, concrètement, très concrètement, imaginons sur des terrains d'opération sur lesquels vous avez pu être, vous, concrètement, si les Américains se retiraient, c'est quoi? C'est combien d'avions en moins? Est-ce que ce sont des opérations entières qui pourraient s'arrêter? Et si j'exagérais un peu, même du jour au lendemain? Alors, je vais vous répondre par une blague et puis après j'entrerai dans le plus sérieux. La première disparition, quand je pense à l'Afghanistan où je me trouvais quand j'allais à Bagram, la grande base des forces spéciales américaines, la première disparition c'est celle des PX américains, les supermarchés américains. C'est comme au Texas, en Californie, etc. C'est transporté sur tous les théâtres d'opération. Vous rentrez, vous pouvez repartir avec des téléviseurs, des taxés, etc., etc. C'est-à-dire que la puissance américaine, elle se traduit aussi dans l'environnement sur n'importe quel théâtre d'opération. Et là, je vous parle j'ai acheté une magnifique casquette de Marines américaines. Et tous les restaurants américains, les McDonald's, les Burger King, Pizza Hut, Baskin Robbins. Mais c'est pour dire, c'est un peu une blague, mais c'est pour vous dire l'impression de puissance. Et nous, Français, si vous voulez, nous sommes des artisans de qualité face à une puissance industrielle, quand on voit le matériel. La base du Prince Sultan qui a été bombardée en Arabie Saoudite, quand j'y étais donc pendant la première guerre du Golfe, la base était tapissée d'avions de combat américains, d'hélicoptères. Alors pas seulement parce qu'à l'époque on était tous alliés pour libérer le Koweït, c'était tout le matériel du Centre-Europe qui était propulsé sur cette base, mais notamment le matériel américain. Alors très concrètement, les Américains sont indispensables dans les avions ravitailleurs, et Israël on en a un besoin considérable, donc sur le ravitaillement, les systèmes de défense solaire, le renseignement satellitaire et tout le système de renseignement, la capacité aussi de commandement et de contrôle, c'est-à-dire quand vous êtes en alliance avec des tas de pays, il faut arriver à commander plusieurs pays. Par exemple, la planification des frappes, si vous voulez, c'est pas chaque pays qui le matin se lève en disant tiens, moi je vais aller frapper de ce côté, etc. Et les Américains ont des moyens colossaux. Les Français ont cette capacité aussi. Les Français ont des validations otaniennes pour être lead nation, nation cadre, dans le commandement d'opérations multinationales, notamment dans les forces spéciales. La France a la capacité au niveau de l'OTAN de commander des opérations de forces spéciales de différents pays, et ce sont des qualifications qui sont très difficiles à porter. Donc la perte serait, s'il y avait un retrait complet... Pour ajouter un point.
Pardon ? On peut ajouter un point. Oui, je t'en prie. L'aviation logistique stratégique. Oui, bien sûr. Sur les seuls qui en ont. Des gros avions, le C-17, etc. Voilà, exactement. Des capacités de transport énormes. Et les guerres modernes aujourd'hui, c'est du transport colossal. Donc voilà, donc ça serait une perte tout à fait importante. Mais les Américains perdraient énormément aussi. On va y venir juste après. Mais je pense qu'Elisabeth en sait encore plus que moi. Oui, mais je viens vers vous juste après. Promesse, juste après avoir retrouvé Sonia Dridi à nouveau avec nous en direct des États-Unis. Merci beaucoup d'être avec nous. Sonia Dridi, à quel point cette menace est cette fois à prendre vraiment au sérieux. D'ailleurs, lors de son allocution cette nuit à 3h du matin, heure française à suivre en direct sur LCI, pourrait-il revenir sur ce point ? Parce que des gros coups de pression de ce genre, il y en a déjà eu. Je crois qu'il y en avait eu un gros avant un sommet de l'OTAN en Turquie en juillet dernier. Mais cette fois, est-ce qu'il va plus loin ? Alors en tout cas, on a une certitude, c'est qu'il va parler de l'OTAN dans cette allocution à la nation ce soir aux États-Unis, puisqu'il a dit à un journaliste de Reuters qu'il allait exprimer son dégoût envers les alliés de l'OTAN. Et on sait aussi, selon des médias américains, qu'il a en effet eu une conversation avec son secrétaire d'État Marco Rubio et d'autres conseillers sur un possible retrait des États-Unis de l'OTAN, ou en tout cas sur un affaiblissement des engagements américains dans l'OTAN. Et cela explique aussi le ton très dur de Marco Rubio hier soir lors d'une interview à Fox News, puisqu'il a notamment déclaré à quoi ça sert d'être dans l'OTAN si on donne tout cet argent, ces milliards de dollars, qu'on a des soldats déployés un peu partout sur ces bases, notamment en Europe, et lorsqu'on en a besoin de ces bases, on ne peut pas les utiliser. Donc en tout cas, l'administration veut faire passer un message très fort, dur aux alliés de l'OTAN, mais on est aussi habitué aux coups de pression de Donald Trump. Donald Trump qui me déclarait il y a environ 2 semaines, lorsqu'on a senti cette frustration monter envers la situation dans le détroit d'Ormuz, que finalement tout ça c'était un test envers les alliés de l'OTAN, qu'ils n'avaient pas si besoin que ça des alliés de l'OTAN, mais on sent vraiment une amertume, une rancœur de la part de Donald Trump. Donc c'est sûrement en tout cas un coup de pression. Il est très possible que les États-Unis réfléchissent à des moyens, en tout cas, d'être moins impliqués ou engagés dans l'OTAN, mais c'est aussi fort possible que des élus républicains et d'autres conseillers qui comprennent l'importance de cette alliance résonnent également dans les prochains jours Donald Trump. Merci infiniment Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI à la Maison-Blanche, mais là aujourd'hui devant la Cour suprême, puisque Donald Trump s'y trouve, et c'est un fait majeur sur lequel nous ne pouvons pas nous arrêter dans ce grand dossier, mais Donald Trump s'est invité au sein de cette Cour suprême lors d'un grand débat sur le droit du sol. Ça fait grand bruit et donc c'est pour ça qu'on entend des manifestations autour de vous, Sonia Dridi. Ce serait passionnant d'avoir l'occasion de revenir sur tout cela une autre fois, bien sûr. Mais donc vous disiez, Pierre, et vous invitiez Elisabeth à rentrer dans la danse, si je peux me permettre, que les Américains auraient beaucoup à perdre si effectivement ils menaient jusqu'au bout ces menaces. Alors juste deux choses, et la nuance que fait Sonia est très importante. Vouloir et pouvoir sortir de l'OTAN sont deux choses différentes. En 2023, il y a une loi qui s'appelle la NDAA, qui a été sponsorisée par un sénateur à l'époque qui s'appelait Marco Rubio, qui oblige le président de se référer notamment au Congrès pour se retirer de l'OTAN, parce qu'il y avait déjà cette peur de se retirer, et il y a énormément de républicains quand même qui s'inquiètent de cela. Pourquoi ? Parce que pour des raisons stratégiques. S'il a cette rancœur, s'il a besoin des bases européenne pour se projeter. Les Américains sont dans une projection britannique, mais il est foudrage contre les Français. Et donc il a besoin pour se projeter, et on est quand même dans une stratégie de projection des troupes américaines. Mais je rappelle simplement que on nous engueule aussi, nous Européens, parce qu'on n'achète pas assez d'Américains. Il a aussi besoin du marché. Donc il y a besoin dans c'est une relation qui est transactionnelle, mais qui est aussi au bénéfice des Américains. Donc ça devient quand même assez difficile d'engueuler des gens dont on a besoin de leur base et de dire bon, alors je reviens pas, alors que c'est lui aussi qui en a besoin. Je vais résumer pour les Britanniques. Ça donne vos bases de toute façon sont inutiles, vous ne servez à rien, votre marine est morte et vous m'avez lâché dans cette guerre. Ce à quoi Starmer a répondu, mais ce n'est pas notre guerre, ce que martèlent les Européens quasiment depuis le premier jour. Mais dans le fond, il faut, encore une fois, je le disais hier, je le redis aujourd'hui, parfois apprendre à penser contre nous-mêmes. Après tout, est-ce que les membres de l'Alliance, les Européens, les Britanniques et les Français, devraient prendre un peu leur part également ? Ou pas ? Ou bien c'est au contraire, effectivement, une occasion de réfléchir à une Europe beaucoup plus forte qui
osent dire non aux Américains, qui osent dire nous n'allons pas dans cette guerre-là. On parle beaucoup des Espagnols, là on n'en a pas parlé. Les Espagnols qui ont dit non là au survol de leur territoire par des avions de guerre américains, en 2003, ils étaient très présents en Irak, hein. Ils y sont allés et ils ont morflé comme vous disiez, ils ont perdu beaucoup de monde par rapport à leur engagement. Les Danois étaient là aussi, enfin il y avait beaucoup de nations européennes. À l'époque, la France était un peu seule en 2003. Là aujourd'hui, il y a même Mélanie qui dit il est hors de question qu'on y aille. Donc il y a aussi une occasion peut-être vous avez raison de dire penser contre nous-mêmes, mais aussi de se dire voilà, face à un Donald Trump qui pense sérieusement à quitter l'OTAN et à nous renvoyer dans nos cornes, de dire nous on est peut-être en train de réfléchir à un autre système mondial. Pierre, la conclusion vous revient. Deux mots rapides. OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et l'Atlantique Nord ne va pas jusqu'au détroit d'Ormuz. Il y a quand même un problème de cohérence. Et puis, par ailleurs, rentrer en guerre pour déboucher le détroit d'Ormuz en alliance avec une administration américaine, je ne parle pas de l'armée américaine ou des États-Unis, mais avec une administration américaine qui est totalement incohérente, qui souffle le chaud et le froid, etc., par rapport à la planification dont on parlait tout à l'heure, c'est impossible. Engager des soldats européens dans un tel bordel américain, malheureusement, ça n'est pas possible. Merci beaucoup Pierre Servan. Merci beaucoup à vous Elisabeth Shepard-Sellam. Merci beaucoup Magali Barthez. Merci infiniment Lucas Manger. Merci Colonel Pierre de Jong. Merci à vous de nous regarder. C'est l'instant QR code. Vous pouvez le scanner, le flasher en bas de votre écran et vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts.